Bienvenue pour cette conférence qui va être consacrée au cancer, et nous allons voir comment l'intelligence artificielle change la donne. Donc une intelligence artificielle qui permet de traiter des quantités de données, qui permet d'affiner le dépistage, le diagnostic et aussi donc de proposer des thérapies personnalisées. Mais ce ne sont là que quelques exemples. Nous allons évoquer tous ces sujets avec nos invités. Nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Frédéric Collet, donc qui est président de filière Intelligence artificielle et cancer et ambassadeur de France 2030. Bonjour monsieur, on vous applaudit. Nous avons également le plaisir d'accueillir le professeur Pascal Pujol, chef du service d'oncogénétique du CHU de Montpellier. Plus de 120 publications internationales à votre actif, de nombreux livres également. Et d'ailleurs, vous dédicacerez quelques-uns de vos ouvrages, professeur Pujol, au terme de cette conférence. Et également le professeur Magali Schreck, donc, qui est spécialiste d'anatomie et cytologie pathologique, donc à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et qui fait partie donc des Femmes de la Santé 2024. Bonjour professeur, ravi également de vous accueillir, et pour animer ce très bel échange, donc Anne Jean-Blanc, responsable éditoriale de Futurapolis Santé. Anne, on a le plaisir de vous retrouver pour évoquer cette fois cancer et intelligence artificielle. Alors effectivement, on a pas mal parlé d'intelligence artificielle depuis 2 jours, de tech et d'intelligence artificielle. Là, on va vraiment faire cancer et IA. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et c'est pour ça que je suis ravie que tous nos spécialistes soient là, parce que en cancérologie, on a déjà vu un petit peu ce matin avec les biopsies liquides, pour ceux qui étaient déjà avec nous ce matin, l'intelligence artificielle joue un rôle important, tant sur le plan diagnostique que thérapeutique, pour la recherche, pour la prévention, pour les personnes qui rentrent dans les essais cliniques. Enfin, il y a 1000 choses, 1000 domaines dans lesquels elle intervient. Et je vous propose, Madame, Messieurs, de commencer par l'aspect positif de l'IA. On verra à la fin les limites, même si Pascal Pujol m'a dit il y a une seule seconde, il n'y a pas de limite, je ne le crois pas. Donc on va commencer. Alors Magali, vous êtes anatomopathologiste. Un mot que les gens connaissent peu, on dit anapathe, c'est plus facile. Ce métier est donc assez mal connu. En quoi il consiste et comment l'IA a modifié votre façon de travailler ? Alors effectivement, je pense que très peu de gens dans la salle ont déjà eu l'occasion de voir un anatomopathologiste, de consulter tout au moins un anatomopathologiste. Donc c'est une spécialité médicale qui est relativement peu connue, puisque on ne voit pas les malades, si vous voulez. J'ai coutume de dire que je vois les malades en pièces détachées. C'est-à-dire quand les malades sont opérés, les pièces sont envoyées pour analyse. Et les pièces, c'est-à-dire les biopsies, vous prélevez ? Alors biopsie ou pièces opératoires quand les gens se font opérer d'un cancer, notamment, puisque 80% de l'activité d'un anatomopathologiste consiste en gros en de la cancérologie. Donc quand les gens se font opérer d'un cancer du côlon, par exemple, eh bien, la pièce est envoyée dans un laboratoire d'anapathe pour être analysée, pour typer le cancer, mais également donner un certain nombre de critères qui vont ensuite aider le clinicien, et en particulier l'oncologue, à donner le meilleur traitement qui soit, puisqu'on est désormais à l'ère de la médecine de précision, mais on aura de toute façon l'occasion d'en rediscuter. Alors pendant très longtemps, vous aviez une petite lame que vous mettiez sous votre microscope, voilà, et vous aviez vos yeux. Voilà. Donc, et maintenant ? Alors, on a toujours les lames en pratique, mais ces lames alors, beaucoup d'entre nous regardons encore nos lames au microscope, mais on est en train de connaître ce qu'on qualifie dans la discipline de 3e révolution. Donc, il y a une première révolution dans les années 80 qui était l'avènement de l'immunohistochimie. Ensuite, une révolution dans les années 2000 qui a été l'avènement de la biologie moléculaire, où les techniques nous ont permis d'accéder à... Alors, biologie moléculaire, en termes grand public, justement, c'est quoi ? C'est le fait d'être capable de déterminer, dans un prélèvement tumoral, les anomalies génétiques qui constituent la tumeur, parce qu'on dit en fait qu'une tumeur est une succession d'anomalies génétiques successives. Et donc, les outils dont on dispose permettent de déterminer ces anomalies moléculaires. Et il se trouve en fait que l'industrie pharmaceutique
développe énormément de médicaments qui ciblent spécifiquement ces anomalies moléculaires pour donner le traitement le plus adapté possible aux malades, donc pour éviter les effets indésirables de médicaments qui ne seraient pas adaptés. On va partir sur l'aspect thérapeutique après, mais vous n'avez pas une petite slide de lame que vous pouviez nous montrer? Si, bien sûr, je peux vous montrer. Alors, donc ça, c'était pour terminer juste sur les révolutions, du coup, sur la troisième révolution, eh bien, c'est celle de la pathologie numérique. Donc mon microscope, avec lequel je fais corps, pratiquement, va bientôt être mis dans l'armoire parce que on est passé à l'ère de la pathologie numérique ou digitale. Et donc, vous voyez typiquement donc, sur la photo de gauche, c'est ce qu'on appelle en fait des scanners de lames à haut débit. Donc, nos lames de verre, qui sont toujours générées de la même manière, eh bien, vont passer dans ces scanners à haut débit, ce qui va générer. Alors, c'est toujours le test. Ouais, de toute façon, il faut que je fasse sur l'écran là. Qui vont générer en fait des images numériques qui vont pouvoir être consultées, directement sur l'ordinateur. Donc je n'aurai plus mon microscope. Et je vous montre un exemple typiquement de. Donc ça, je suis spécialisée en pathologie digestive, en cancérodigestive. Et là, vous avez typiquement l'exemple d'une lame scannée d'un cancer colorectal. Et on le voit où le cancer là, juste Tout est tumoral en fait. Tout est tumoral là. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, messieurs, ça c'est des choses que vous connaissez, mais pour vous c'est vraiment une révolution. Vous le voyez dans votre pratique quotidienne. Enfin, Pascal, vous qui êtes praticien. La médecine de précision aujourd'hui se base vraiment le grand pourvoyeur de précision aujourd'hui. C'est les développements de la pathologie moléculaire, c'est ce qui est en train d'être expliqué, parce qu'au-delà de l'architecture, on a des marqueurs qui nous servent à orienter les traitements, parce que grâce à l'industrie pharmaceutique, il faut quand même rappeler qu'en France, on a plus de 100 médicaments qui sont des thérapies ciblées, qui répondent à une anomalie moléculaire et un traitement spécifique qui est souvent d'une efficacité supérieure au traitement conventionnel. Donc la pathologie nous aide au-delà, et de façon très surprenante, des marqueurs moléculaires. Les pathologistes sont en train d'avoir des approches un peu phénotypiques. À partir de l'architecture, ils peuvent déduire des anomalies, des voies cellulaires. Et ça, c'est une nouveauté qui va être extrêmement utile et relativement peu onéreuse de surcroît. Parce que des anomalies, il y en a de types très très différents. On peut dire globalement combien, en moyenne, parce que je pense qu'il n'y a pas de chiffre précis, mais une tumeur peut être composée de combien de types d'anomalies différents? Alors, plus on va dans un stade évolué, et plus il y a de l'instabilité génomique. L'instabilité génomique touche toutes les étapes de l'architecture de l'ADN, c'est-à-dire ça peut être des mutations ponctuelles, ça peut être des bouts de chromosomes qui sont cassés, qui sont surnuméraires, etc. Dans les cancers avancés, c'est l'anarchie totale au niveau génétique. Ce qui est beaucoup plus intéressant, et quand même la médecine de précision en fait un enjeu prioritaire, c'est de détecter ce qu'on appelle les drivers. Je sais, Anne, tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Le driver, c'est vraiment, parmi toutes ces anomalies moléculaires, le driver, c'est celle qui conduit, c'est celle qui n'est pas secondaire à l'instabilité, c'est celle qui est probablement causale du cancer. Donc c'est celle qui survient dans les premières étapes dont Magali parlait tout à l'heure. On sait aujourd'hui que le cancer, c'est certainement un processus où il y a différentes anomalies moléculaires qui se combinent. Ces anomalies moléculaires, la cause, ça peut être l'environnement. On est d'accord, je ne suis pas en train de vous dire que tout est génétique, mais l'enjeu important, c'est de connaître ce fameux driver, parce que c'est là où on a une action curatrice. Et aujourd'hui, on le voit, les paris qu'on a fait, je pense à EGFR dans le poumon, HER2 dans le sein, maintenant BRCA1 dans le cancer du sein, le HRD dans le cancer de l'ovaire. Enfin, on a de multiples exemples où on n'est plus en recherche. On est aujourd'hui en 2024. Si on a identifié ce driver et qu'on a le traitement ciblé, on a de la guérison
Oui, mais on ne peut pas trouver un driver par cancer. Enfin, il y a longtemps, on parlait du cancer du sein. Maintenant, on sait qu'il y a X formes de cancer du sein. Votre but aujourd'hui, c'est de trouver, par type de tumeur, le driver. Oui, c'est sûr que c'est l'enjeu aujourd'hui. Et même au-delà, peut-être qu'on arrivera à dépister. C'est encore une autre chose, mais je pense que le pathologiste aujourd'hui va utiliser de plus en plus des techniques modernes de séquençage de nouvelles générations et de séquençage sur l'ADN circulant. Et ça va être encore une étape de plus, parce que l'ADN circulant, c'est des bouts en fait de chromosomes des cellules cancéreuses qui se sont détachés et qu'on retrouve dans le sang. Oui. Et là, on a vraiment un autre pan qui s'ouvre, celui du dépistage. Mais ça semble immense comme champ. Je veux dire, on s'imagine que c'est facile quand il y a une maladie, une cible, un traitement à trouver. Là, on part sur un domaine, mais colossal. Et c'est en cela que l'IA va avoir un rôle majeur. Alors, je peux faire effectivement un commentaire, c'est que, donc, tu l'as parfaitement dit, il y a énormément d'anomalies moléculaires. Et à l'heure actuelle, en fait, pour prendre en charge une tumeur, il y a tellement de données, finalement, qu'on en est arrivé à la conclusion que seules les techniques avancées en intelligence artificielle, donc que ce soit du machine learning ou du deep learning, sont à même d'être capables d'intégrer l'ensemble de ces données pour une prise en charge optimale des malades. Alors justement, je vais donner la parole à Frédéric. Frédéric, il dirige la FIAC. C'est quoi la FIAC ? La FIAC, ça n'a rien à voir avec l'art contemporain. Ouais, hélas. On y pense. Mais c'est très contemporain. C'est vraiment très contemporain et c'est assez artistique par certains égards. La FIAC, en fait, elle part du principe que aujourd'hui, et c'est vraiment passionnant d'écouter Pascal et Magali en parler, c'est que le domaine du cancer est un domaine dans lequel l'IA peut s'appliquer de façon extraordinaire. Pour que l'IA fonctionne, il faut qu'il y ait une vraie complexité. Et le domaine du cancer, là, il y a de quoi, là. Le démontre. Et il faut qu'il y ait de la donnée. Et Pascal dit qu'effectivement, l'IA peut s'appliquer à peu près à tous les domaines. Et c'est vrai, dans le domaine du cancer, le champ est infini. Le champ des applicatifs de l'IA est absolument infini. On pense qu'elle peut être depuis le diagnostic, dans le domaine de la recherche, dans le domaine des essais cliniques, dans le domaine de l'accompagnement du patient. Pour juste un point qui est toujours important. Dans le domaine du cancer, 70% des patients sont traités aujourd'hui en ambulatoire. Ils sont chez eux. C'est quand même particulièrement important de savoir ces gens-là, comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on les suit, comment est-ce qu'on peut faire du suivi à distance. Donc les applications de l'IA, elles sont absolument partout. Mais la vraie question, c'est pas tellement les applications, la vraie question, c'est la donnée. Or, le cancer est un domaine dans lequel il y a une abondance de données particulièrement importante, singulièrement en France depuis le plan cancer de 2003, où on a structuré la recherche, la collaboration, etc. dans le domaine du cancer. Et puis surtout, la France, avec son caractère assez jacobin, a une tradition de centralisation de la donnée. Le SNDS est un très bon exemple. Mais alors, on a beaucoup de bases de données. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que, et là, Magali peut l'illustrer parfaitement avec l'ANAPAT, c'est qu'aujourd'hui, ces données, elles ne sont plus uniformes. Elles sont en train de prendre des formes et des arrivées d'origine complètement différentes. On a des données d'image, on peut avoir des données justement, on a parlé de LLM tout à l'heure, donc de données orales. On a des données de formes complètement différentes. Or, le vrai sujet, c'est un peu comme si vous invitez des gens à une table. Vous en avez 3 qui parlent à peu près la même langue, et puis petit à petit, vous en avez des nouveaux qui ont une idée à apporter sur le sujet. Mais chacun d'entre eux peut parler un langage différent, voire éventuellement, ils peuvent être suspicieux de ce que celui d'avant a dit. Donc, l'enjeu, c'est de faire en sorte que tous ces gens-là parlent avec ce qu'ils apportent le même langage, qu'ils soient capables de se comprendre de façon structurée et de faire en sorte que cette énorme masse et fertilité de données qui est sans fin puisse être exploitable, cohérente, sécurisée. On a plusieurs fois abordé la question de la sécurisation aujourd'hui. Et il ne faut pas se tromper sur le terme de sécurisation, mais sécurisée et exploitable et structurée. Alors il y a 2 chiffres que je voudrais juste vous donner pour illustrer ça. 80% de la donnée de santé est déstructurée.
Elle n'est pas exploitable. Et plus de 90% des données de santé ne sont pas utilisées aujourd'hui. Alors, il y a 80% de pas exploitables et 60% de pas utilisés. Ben, ça reste... Non, 90% n'est pas utilisé. Je crois que c'est même l'OCDE qui dit qu'il y a 97% des données de santé qui ne sont pas utilisées. Enfin, ça donne juste une idée de ce que nous avons devant nous. Et 80% est déstructuré. Ça veut dire que vous avez des données qu'on ne sait pas très bien utiliser, exploiter comme il le faudrait. Et surtout, encore une fois, je reviens à mon exemple de table avec des gens qui la rejoindraient avec des parcours différents. Ces données-là, elles ne se parlent pas. Or, un des grands enjeux, c'est de faire en sorte que ces données puissent se parler, qu'elles soient cohérentes, qu'elles soient non seulement fiables, qu'elles soient non seulement sécurisées, mais qu'elles se parlent. Et dans les enjeux de la FIAC, dont on reparlera, il y a un énorme enjeu justement de sécuriser, de structurer et de rendre ces données, le terme qu'on emploie, c'est interopérable, que ces données se parlent. Alors, ces données déjà aujourd'hui pour les patients, Pascal, vous m'avez dit que ça permettait quand même au niveau thérapeutique de choisir le bon traitement, parce que jusqu'à présent, on avait des molécules, des actions relativement larges, on a maintenant des médicaments plus ciblés, et on est capable de dire, ce patient-là, on va lui donner ce traitement, ça va lui faire du bien. Ce patient-là, ce traitement, c'est pas la peine, il aura plus d'effets de secondaires que bénéfiques. Donc, on est vraiment dans une orientation vers une médecine extrêmement personnalisée. Ça marche déjà. Oui, dans le domaine que je connais le moins mal, qui peut être celui-là, c'est-à-dire celui de savoir comment on va orienter un traitement spécifique. On a énormément de données, en fait. Alors, il y a l'IA qui permet l'extraction de l'information, mais il y a une IA qui nous permet l'orientation. Et c'est encore un niveau un petit peu différent. Et je pense que dans ce niveau, je pense qu'Anne, c'est à ça que tu fais allusion, l'IA, par son intégration multimodale, donc des différents paramètres de la personne, avec des choses qui nous échappent parfois, qui échappent à l'intelligence humaine parce que c'est extrêmement complexe, va nous permettre d'avoir des orientations adaptées. Et je crois qu'on n'est pas loin aujourd'hui d'avoir autour, on en discutait hier avec Frédéric, mais je pense qu'on n'est pas loin d'avoir dans ce qu'on appelle, ça va peut-être vous faire peur, mais je pense qu'il faut accepter cette idée que on va rentrer dans une ère où l'intelligence artificielle va nous aider à décider du meilleur traitement. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. On verra qu'il y a des hallucinations, tout ça, vous allez dire. Mais quand vous rentrez dans un avion, je crois que 9 fois sur 10, cet avion va atterrir par de l'intelligence artificielle. Et donc, en tout cas, il ne faut pas se priver aujourd'hui de la puissance de cet outil. Je parle encore une fois vraiment de l'orientation multimodale, prenant en compte tout un tas de paramètres, dont la génomique. Mais oui, on a déjà une IA qui est efficiente. Pour un dernier mot, je viens d'un endroit où on fait une espèce de conférence. Tous les ans, on fait des jeux. Ça s'appelle Serious Game. Et on avait dit au début, on va faire les professeurs contre les internes. On s'est appelé les All-Stars, les vieux, et puis les internes. Et puis quelqu'un nous a dit il y a 2 ans, mais on devrait mettre ChatGPT. Et l'idée, c'est qu'on ait des cas complexes, on fait un challenge comme ça. Pour la 2e année consécutive, on a perdu. Quand je dis on, c'est l'équipe des professeurs. Alors la première année, en plus, tout allait bien. Des vieux. Les vieux étaient devant les internes. L'honneur était sauf. Là, en plus, on a fait match nul, mais de nouveau, ChatGPT a eu un point de plus. Il a trouvé, sur les 4 cas complexes, les bonnes réponses. Et donc, à partir de là, on ne va pas lui faire confiance, lui signer un chèque en blanc. On sait que l'IA n'est pas parfaite, elle peut avoir ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire dire des bêtises, en gros. Mais nous aussi, les médecins, parfois on dit des bêtises. Donc je pense qu'il va falloir intégrer cette puissance de raisonnement dans l'orientation thérapeutique. Alors Magali, ça c'est quelque chose que vous utilisez dans votre plan de recherche. Là, vous travaillez sur les cancers de mauvais pronostic, notamment ceux du pancréas. Vous nous dites un petit peu vos travaux actuellement là, sur ce sujet ? Oui, alors je peux faire un commentaire. Je suis effectivement lauréate d'un appel à projet qui s'appelle RHU, pour recherche hospitalo-universitaire. Donc c'était la 6e vague.
en avril 2023, donc qui était sous l'égide de France 2030 et qui était mise en place d'un point de vue opérationnel par l'Agence nationale de recherche. Et j'ai effectivement déposé un appel à projet en intelligence artificielle et cancer, notamment pour des cancers de mauvais pronostic, voire de très mauvais pronostic, parmi lesquels le cancer du pancréas, qui est un cancer au pronostic relatif, enfin, on peut dire effroyable, puisque quand on regarde à 5 ans le nombre de malades qui sont encore vivants, tout stade confondu, il y a moins de 10%, donc ce qui en fait un cancer de mauvais pronostic, et pour lequel il y a d'ailleurs une augmentation de l'incidence, c'est-à-dire du nombre de nouveaux cas. Que l'on explique ou pas ? Qu'on n'explique pas encore très bien, justement. Donc, il y a ce cancer de mauvais pronostic pour lesquels les thérapeutiques actuelles sont finalement révélées assez décevantes, puisque pour valider une thérapeutique, il faut on passe par la couche codine des essais thérapeutiques et notamment des essais de phase 3. Et donc, tous les essais de phase 3 qui ont comparé les nouvelles molécules versus des molécules anciennes, et ce de manière récente, se sont tous avérés négatifs. Je suis dans un centre à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris où on a un gros recrutement pour ce type de cancer, puisque on l'a déjà un petit peu abordé, mais c'est vrai que pour générer des algorithmes en intelligence artificielle, on a quand même besoin d'une grosse base de données. Voilà, donc là, on a estimé qu'on avait quand même des données suffisantes. Donc, on partait d'un cancer de mauvais pronostic pour lequel on voulait améliorer la thérapeutique avec des bases de données conséquentes. Tout ça dans cette ambiance donc de révolution dans ma spécialité de pathologie digitale. Donc j'ai oublié de dire que les lames là, dont je vous montre un exemple, à l'heure actuelle, c'est la source de données qui permet d'avoir accès au plus de données possible pour entraîner un algorithme en intelligence artificielle. Donc, profitant de cet essor de la pathologie numérique dans ma spécialité, j'ai eu envie de monter un projet. Et comme on est effectivement à l'ère de la multimodalité et des données, vous l'avez compris, pour le cancer, il faut des données qui viennent d'un petit peu partout. Et bien, on va utiliser dans cet appel à projet, donc en plus des lames, eh bien, tout ce qui est texte. Il y a déjà eu des tables rondes sur l'approche avec les textes et toutes les données qu'on peut extraire des textes, et ce, quels qu'ils soient. Donc tout ça va constituer une base de données qui est déjà en partie dans l'entrepôt de données de santé de la PHP, mais pas que, puisqu'il y a toute cette question, comme tu as très bien mentionné, de ce qu'on appelle l'interopérabilité des données. En gros, pour l'instant, on a des entrepôts avec beaucoup de données dans des cartons différents, et il faut les mettre en lien, tous ces cartons. Et puis, il n'y a pas beaucoup de lames, donc c'était aussi l'occasion de faire monter en charge l'entrepôt de données, la pathologie numérique au sein de l'entrepôt de données de santé de la PHP. Donc tout ça va servir à générer des modèles, et ces modèles, on aimerait pouvoir les améliorer en ajoutant des données supplémentaires qui soient des données de biopsie liquide. Et donc là, la boucle est bouclée avec toutes les interventions qu'on a eues aujourd'hui sur prélever les malades de manière prospective, c'est-à-dire donc on suit les malades et on les prélève au niveau sanguin pour essayer de trouver des petits morceaux donc de l'ADN tumoral circulant ou des cellules tumorales circulantes dont on espère à terme que ça améliorera justement la qualité de l'algorithme qu'on aura pu déterminer à partir des données rétrospectives. Voilà, donc pour tout ça, en fait, c'est un projet assez ambitieux sur 5 ans, pour lequel on a obtenu 9 millions d'euros et qui va bientôt débuter. Voilà. Formidable. Et alors, toutes ces données, elles servent aussi à créer de nouveaux médicaments, parce que j'imagine, on a vu les traitements ont beaucoup progressé, mais les traitements sont de plus en plus personnalisés. Est-ce que c'est un challenge pratiquement impossible à relever pour l'industrie pharmaceutique de faire des molécules qui soient aussi personnalisées? Ça semble compliqué quand même. Ce qui est intéressant, c'est que l'IA, grâce à ces bases de données qui se développent, comme on l'a évoqué, est partout et présente tout au long de la chaîne de conception, de développement, de fabrication et d'accès d'un nouveau médicament.
Elle est présente au stade de la recherche, on l'a bien sûr évoqué. Elle est présente au niveau des essais cliniques. Or, dans le développement d'un médicament, l'essai clinique, c'est un maillon qui est très très important. C'est le maillon dans lequel les professionnels de santé s'approprient déjà la molécule. C'est le moment où on va l'éprouver, vérifier qu'elle fonctionne comme on l'attend. Et c'est une période qui est importante parce que c'est une période qui est très longue, généralement, qui est assez coûteuse pour les laboratoires concernés. Et là, je vous donne deux exemples de là où l'IA peut arriver à faire des choses extraordinaires, sur lesquelles on réfléchit justement dans la filière. Le premier, c'est ce qu'on appelle les bras de contrôle synthétiques. Dans un essai clinique, double aveugle, randomisé, etc., classique, vous comparez le traitement par rapport à un traitement de référence. L'IA peut permettre de comparer le traitement innovant par rapport à un traitement qui sera simulé. Le traitement de référence est simulé. Alors on se dit, effectivement, est-ce que c'est efficace ou pas? Mais je prends des exemples sur lesquels, dans la mesure où vous avez des populations de plus en plus ciblées, parce que les traitems sont de plus en plus fins. Et donc des essais sur peu de patients, je vous prends un exemple en pédiatrie, sur lequel vous avez des toutes petites populations, et il faut s'en réjouir dans le domaine du cancer, des petites populations, mais sur lesquelles on n'a pas du tout envie, on cherche toujours à trouver une solution innovante. Ces essais, ces bras comparateurs permettent justement de comparer par rapport à un bras de contrôle simulé. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle les essais in silico, c'est-à-dire que vous avez un essai clinique qui peut être totalement simulé. C'est-à-dire purement en laboratoire, quoi. Silico, c'est... In silico, ça veut dire qu'il est totalement simulé. Là, oui. Et je vous donne un exemple. L'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, c'est aux HCL les HCL ont fait une simulation de les hospices civils de Lyon, pardon, qui ont fait une simulation de 2 essais cliniques qui étaient en cours, l'un avec 2 laboratoires différents, sur 2 molécules différentes, etc., sans avoir d'informations privilégiées. Et ils ont publié les résultats de ces 2 essais une semaine, je crois c'est une semaine avant que les laboratoires ne les publient eux-mêmes, sans avoir aucune information privilégiée, et les résultats étaient convergents. Alors c'était pas parfait, je crois que les spécialistes disent qu'il faut prendre ça avec prudence, néanmoins c'est peut-être vers ça qu'on va. Alors est-ce que ça veut dire qu'on supprimera complètement les essais cliniques sur le patient? Je ne crois pas. En revanche, pour revenir à votre question de départ, dans la mesure où les essais cliniques sont un maillon important, si ça permet d'affiner et de se dire le jour où on lance un essai, on est sûr qu'on le fait sur la bonne population, on le fait dans les conditions optimales, ça permet de gagner beaucoup de temps. Or, dans le domaine du cancer, le temps est vraiment la valeur absolument cardinale de tout ce qui est fait. D'accord. Et donc, pour les laboratoires, ça coûte moins cher finalement et ça permet de faire de plus en plus de traitements pour aboutir à cette médecine personnalisée dont on parle beaucoup? Alors, ça permet certainement de faire des économies, mais je pense qu'on en est quand même au début de cette phase-là, en particulier sur les essais cliniques. Mais encore une fois, l'IA, on la retrouve après ça, notamment, alors on la retrouve sur les aspects de manufacturing et on la retrouve sur 2 aspects essentiels de la chaîne. La première, c'est l'accès. C'est-à-dire comment est-ce qu'on développe une nouvelle molécule, c'est formidable, mais si on ne l'a pas rendue accessible, notamment conformément au contrat social qu'on a en France, auquel on est attaché, qui est que les patients peuvent bénéficier en toutes circonstances des traitements dont ils ont besoin. Justement, ces systèmes d'IA permettent d'affiner les conditions d'accès. Et je vous donne juste l'exemple. Il y a une autorité en France qui fixe le prix des médicaments qui s'appelle le CEPS, le Comité économique des produits de santé. Et le Comité économique des produits de santé, quand les produits deviennent de plus en plus fins, de plus en plus précis, dit « moi je ne veux plus payer pour voir, mais je veux voir pour payer ». C'est-à-dire que je ne veux pas faire l'avance en disant « je suis prêt à payer pour ces molécules, puis j'espère que ça marchera ». Il dit aujourd'hui, d'abord parce qu'on a besoin de s'assurer de l'efficacité de ces traitements qui sont plus pointus, qui sont plus précis, qui sont plus coûteux, vous avez raison. Et donc, les systèmes de collection de données, de rassemblement de ces données sont de plus en plus importants, justement pour s'assurer que le payeur, en l'occurrence l'État, peut voir avant de payer. Alors tout ça c'est passionnant, mais on a encore quelques minutes et je voudrais vous dire oui, mais Magali, vous m'avez dit que finalement les anapathes n'étaient pas tous enclins à passer à l'intelligence artificielle et qui préféraient garder leur petit microscope et leur façon de travailler à l'ancienne. Frédéric, dans un récent éditorial, vous dites que seuls 15% de la profession est numérisée, ce qui limite quand même leur possibilité d'action. Et Pascal n'a pas voulu entendre parler de ce sujet-là. Je voudrais une réaction quand même de vous trois.
C'est Magali qui est la plus compétente pour parler de ça. Moi, alors Magali, les limites. Pourquoi les anapathes ne veulent pas passer à l'IA? Non, mais je crois que c'est alors c'est pas que les pathologistes. Oui. Clairement, je crois que toute avancée technologique, c'est humain est toujours confronté à des freins. Voilà, on a toujours, on a des difficultés à accepter la nouveauté. C'est le propre de l'humain. Beaucoup de mes collègues, alors même qu'on a une spécialité en très très grande tension pour différentes raisons, pour méconnaissance, peu attractif, et puis voilà, manque de formation, on va dire. Avec malgré tout des sollicitations qui sont de plus en plus nombreuses pour la recherche de biomarqueurs, c'est vrai qu'on pourrait se dire que l'intelligence artificielle finalement arrive au bon moment, parce que je n'ai pas forcément décliné toutes les indications de l'intelligence artificielle, mais typiquement à partir d'une lame comme ça, on peut utiliser une IA pour faire du diagnostic. Or, beaucoup de mes collègues ont peur finalement de perdre. Je veux dire que toute cette question a en permanence été abordée, mais les gens ont peur finalement d'être remplacés par la machine. Or, je ne pense pas qu'il faille raisonner de cette manière-là. Je pense que la machine va nous aider à faire plus de choses différemment, à nous concentrer sur des cas plus difficiles qui nécessitent une expertise plus approfondie et qu'il faut de toute façon, il y a plein d'exemples, ça ne sert à rien de s'opposer au progrès en cours. Donc je pense que nos métiers vont évoluer. On ne va pas être remplacés, mais nos métiers vont évoluer tout simplement. Et je pense qu'il faut justement qu'on accompagne cette transformation, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce projet. Je ne suis pas du tout mathématicienne, data scientist. Moi, je suis morphologiste. J'ai l'habitude de faire des diagnostics à partir des images. Mais j'ai voulu en fait déposer ce projet pour être actrice de la révolution qui est en train de toucher mon métier, pour utiliser des outils qui sont les outils précis que je veux utiliser, pas qu'on me les impose, mais que moi je sois proactive de ce changement. En un mot, Pascal, même pas peur? Non, même pas peur, mais un point positif et quand même un point négatif. Oui. J'en ai un quand même. Le point positif, je voudrais rappeler pour compléter ce qu'a dit Frédéric sur l'aide à la conception du médicament, qu'on a eu 2 prix Nobel consécutifs de physique et de chimie donnés mardi et mercredi à des chercheurs qui ont combiné l'IA dans leur discipline. Et un, il pense en rapport avec ce qu'on dit, parce que un est sur la prédiction de la structure d'une protéine. Ça vous dirait, mais enfin, aujourd'hui, on connaît l'enchaînement des acides aminés, tout ça, mais en fait, les protéines interagissent physiquement les unes avec les autres. Et donc, si on comprend ces interactions, on peut faire des drogues qui vont corriger ces interactions. Vous voyez. Et donc, c'est super important. L'IA générative, ça, c'est le point positif. J'ai un point négatif. Oui. Tu vois ? J'ai un point négatif qui est il faut veiller à un accès équitable. C'est le contrat social, puis c'est quand même aujourd'hui le vrai progrès finalement dans notre société, même si on est très content d'avoir des téléphones portables. On a une longévité qui n'a jamais été celle qu'elle est. Il faut maintenant certainement aller plus loin, vieillir en bonne santé, il faut combattre le cancer. Tout ça, ça passe par l'accès à ce qu'on vient de dire, l'accès aux traitements innovants qui eux-mêmes passent par l'accès à l'innovation génomique. Là où je veux en venir, c'est ces 2 choses. C'est que l'IA et la génomique ne sont pas forcément inflationnistes en termes de santé. Parce qu'évidemment, on a compris, il m'a semblé entendre qu'il fallait qu'on fasse des économies. On a compris, on va voter le projet de loi des finances de la Sécu. Là, c'est en pleine actualité. On est dans un système contraint, on a pigé. Mais attention à quelque chose, ne pas confondre la médecine de précision par ses développements IA et génomiques avec un truc inflationniste super luxueux. On peut, grâce à ces outils, être plus pertinent. C'est-à-dire à la fois savoir quelles sont les personnes qui vont tirer bénéfice de ces traitements qui sont souvent onéreux, et
de la même façon, savoir ceux qui n'en bénéficient pas. Et ça, c'est très important. C'est très important de le dire parce que ça va sauver beaucoup d'argent. Je vous donne un exemple. Je crois qu'on en avait parlé, Magali. L'immunothérapie est donnée très largement aujourd'hui, alors qu'un petit groupe de patients seulement bénéficie. Ce sont des thérapeutiques entre 50 et 100 000 euros par an dont je vous parle. Il y a un enjeu qui est très important, c'est améliorer la prédiction de la sensibilité. On a des outils d'IA par une entreprise française d'ailleurs. Tout ça, donc vous voyez, on a aussi un autre exemple. Et on finit parce qu'on laisse les questions à la salle. Tu as raison. L'autre, c'est la désescalade qu'on peut avoir. On fait des chimiothérapies parfois alors que les patients n'en bénéficient pas. Là aussi, par les progrès de la génomique, on est capable de dire, c'est Octobre Rose aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher d'y penser, on est quand même au bord, on devrait même être de l'autre côté du remboursement, à vrai dire. Mais c'est pour ça que j'en parle. On a des signatures génomiques qui permettent de dire, dans certains cas de cancer du sein, on n'a pas besoin de la chimiothérapie, et ça, avec tout ce qu'elle comporte de délétère, économiquement, et plus encore. Voilà. Et ça, c'est une vraie belle nouvelle. Frédéric, en une phrase, le mot de la fin avant qu'on donne la le mot de la fin, c'est que, pour reprendre sur une note vraiment positive, c'est qu'on a en France une masse de données qui sont extraordinaires. Cette masse s'enrichit chaque jour de données d'origine différentes. Je pense qu'il faut qu'on prenne vraiment soin à la façon dont on la structure et dont on la rend accessible. Et aujourd'hui, il y a une vraie compétitivité, une vraie concurrence même qui se fait sur l'accès à ces données. Et là, on a un petit sujet, et c'est d'ailleurs ce à quoi la FIAC contribue, c'est à rendre ces données plus simplement accessibles, toujours sécurisées, mais plus simplement accessibles pour tous ceux qui cherchent et qui en ont besoin. Merci Hélène. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir parce que bravo. Merci beaucoup. Et nous allons effectivement prendre quelques questions. Donc, je vois déjà 2 mains qui se lèvent, si les micros peuvent être apportés. Merci beaucoup. On vous écoute. Oui, merci pour toutes ces précisions. Le béotien que je suis se pose une question. L'IA, ça paraît une vaste nébuleuse. Et est-ce que, par exemple, les médecins que vous êtes, comment faites-vous appel à l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez comme Google par exemple, la possibilité d'accéder? Est-ce que cet accès est exclusivement réservé au corps médical? Est-ce que tout le monde peut y avoir accès? Merci de votre réponse, et s'il y en a une. L'IA, Pierre, parce que je peux répondre à Pierre, parce que je le connais bien en fait. J'ai la chance d'avoir dans cette salle mon père et mon beau-père, que je voudrais saluer. L'IA, en fait, on s'en sert tous les jours, hein, parce que le scanner, la radiothérapie, ça marche avec de l'IA. Ce que fait Magali, il y a de plus en plus d'IA. Je ne peux pas analyser un profil génomique sans IA. Cette IA existe déjà dans notre pratique, un exercice quotidien. On a parlé de 2 autres types d'IA. Celle qui va vraiment machiner, que j'aimerais avoir, pour répondre à ta question aussi précisément, ChatGPT, à mon avis, apporte déjà. Parce que tu peux poser la question à ChatGPT, on aura de plus en plus de patients qui vont utiliser ChatGPT, et je crois que là aussi on peut le faire. Et enfin, il y a cette IA générative qui est en développement, peut-être pour créer des contenus, ça peut être des solutions thérapeutiques, ça peut être encore d'autres choses. Il faut la contrôler dans cette IA générative, en particulier Google. Vous savez qu'on a des exemples aujourd'hui de ce qu'on appelle des hallucinations. Des fois, on nous dit un peu des bêtises. C'est-à-dire que l'IA, il faut qu'elle donne une réponse, quoi. Elle ne sait pas trop dire « je ne sais pas ». Un peu comme les hommes, hein, d'ailleurs. Vous aurez remarqué. Hein, pas pour les femmes, hein, c'est pas vrai pour les femmes. Oui, je ne suis pas risqué. Voilà, on peut applaudir, effectivement. Merci beaucoup. On a une question, s'il vous plaît, juste devant. Voilà, monsieur, on vous écoute. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation. Alors personnellement, je me posais une question sur ces fameux essais cliniques dits in silico, parce que d'un point de vue un peu épistémique, tout le principe de la méthode scientifique, c'est vraiment de confronter justement une prédiction ou un modèle à la réalité. Alors, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est finalement ce modèle in silico, on se contente juste de comparer un modèle à un autre modèle. Finalement, à quel moment est-ce qu'on se confronte à la réalité, à voir est-ce que ça marche vraiment ou pas, ça? Alors, si votre question c'est est-ce que les modèles in silico peuvent être
fiables dans leur prévisibilité. La méthodologie reste la même, mais ça reste de comparer un traitement par rapport à un traitement nouveau par rapport à un traitement existant. Là, de ce point de vue-là, je pense qu'on est capable de comparer des bases de données différentes, ça marche. Après ça, pour ce qui est de la prospective, on en est encore assez au début de ces essais dits in silico. Je ne pense pas qu'on va développer demain un traitement qui aura été développé, dont les résultats auront été exclusivement développés in silico. En revanche, mon expérience, c'est moi j'ai vu planter des essais cliniques. Qui étaient, mais principalement, quelquefois parce que la molécule n'était pas bonne, et souvent parce que l'essai clinique était mal designé. Et comme ça, je me dis, mais mon expérience, c'est de se dire, ce serait intéressant on aurait eu un essai in silico avant, qui nous aurait permis de designer un peu mieux les populations, de se dire, la façon de l'aborder, ça devrait être plutôt celle-ci ou plutôt celle-là. Je pense que ça aurait fait gagner du temps, peut-être de l'argent, et en tout cas certainement de l'efficience. Et donc c'est plutôt comme ça que je le vois. Je ne vois pas du tout supprimer un essai in vivo. Enfin, voilà. Oui, moi je peux faire un commentaire en fait parce que c'est vraiment typiquement le sujet de mon projet de recherche parce que donc c'est la réunion du monde académique et du monde industriel en fait c'est l'ADN de ce projet. Et la finalité pour l'industriel est justement de développer des bras contrôle externes et notamment d'aller exploiter en fait des résultats relativement intéressants d'essais de phase 2 qui, pour des raisons souvent d'ordre statistique, en fait, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs, le signal est intéressant, mais bon, on n'a pas pu le prouver. Eh bien, avec justement tous ces entraînements et l'optimisation et donc la détermination de biomarqueurs pronostiques relevants, permettent de mieux stratifier, d'exploiter la phase 2 pour ensuite passer sur les essais de phase 3 et sans s'en affranchir, effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être. Oui, juste derrière vous. Merci beaucoup. On vous écoute. Merci bien pour cette présentation. Une question courte, s'il vous plaît. Je vais essayer. On voit que vous avez beaucoup de données et notamment tout à l'heure vous parlez de données diverses et variées. Il y a d'autres domaines dans lesquels il y a ce genre de données, on appelle ça notamment des data lakes, c'est des endroits où on faut plein de données différentes et variées. Et on a ce qu'on appelle des ETL qui permettent d'extraire, de transformer et de loader des données. Est-ce qu'on parlait aussi tout à l'heure de contrat social, on parlait aussi de France 2030. Est-ce que je sais que la santé c'est d'intérêt public. Est-ce que ce serait pas logique de faire en sorte que les autres domaines apportent leur savoir, notamment tout ce qui est industrie, retail, etc. Ils ont déjà énormément de savoir là-dessus, sur tout ce qui est data, etc. Est-ce qu'il pourrait y avoir, il y a déjà par exemple dans l'industrie des choses comme le crédit carbone, etc. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir des incentives pour les autres domaines pour qu'ils participent justement à la santé et qu'ils fassent part de leur savoir? On a compris votre question. Est-ce que c'est le cas ou professeur Pujol? Moi, je voudrais donner un exemple. Vous avez absolument raison. Les interfaces entre la science ont toujours nourri les découvertes et les grandes avancées. C'est historique. J'ai eu la chance de discuter avec Anne d'interactions qu'on avait nouées l'an dernier dans un congrès où on est quand même très axé génomique et IA. Et puis on a eu le plaisir de voir la criminalistique arriver. Le forensique. Ils ont c'est un autre monde. Mais il se trouve qu'on utilise des outils communs. Mais ça n'a pas été un one-shot. On s'est revus cette année. Ils ont animé une conférence exceptionnelle. Et on s'est nourri, c'est pour finir. C'est pas juste comme ça. Les laboratoires de génétique sont allés les voir. Ils ont des techniques sur une cellule qu'on discutait hier. De la même façon, eux sont allés se nourrir. Et assez curieusement, ces deux milieux n'étaient pas en contact. Vous avez 1000 fois raison. Il faut aujourd'hui élargir au maximum et interfacer avec d'autres champs. Et c'est l'occasion de remercier Pascal, parce que c'est grâce à lui que nous avons eu le colonel Hubac qui est venu hier. Merci Pascal. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Une information, professeur Pujol, vous allez rejoindre le rez-de-chaussée de cet opéra puisque vous allez dédicacer 4 de vos ouvrages dont je rappelle les titres. Question cancer, voulez-vous savoir ce que nos gènes disent de notre santé?
Troisième ouvrage, Dépasser la chimio. Et enfin, la médecine prédictive. Donc pour avoir une très belle dédicace du professeur Pujol. C'est donc au rez-de-chaussée de l'Opéra Comédie dans quelques instants. Et nous, on se retrouve donc dans quelques minutes où nous allons cette fois parler de l'exposome et où nous allons partir à la chasse de ces ennemis qui menacent nos poumons. Merci beaucoup et surtout, on applaudit très fort nos invités et Anne Jean-Blanc.